le micro, mais déjà peut-être Amal, comme on a vu votre film pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous parler de voilà, ça marche, ouais, c'est parfait. Voilà, comment est né ce désir de baller comme ça dans cet univers méconnu du grand public? Finalement, c'est ce qu'on retient aussi beaucoup dans ce que vous nous avez montré, cet univers sous-marin. En fait, je suis danseuse et, depuis mon enfance. Et j'avais toujours un amour pour la mer et ce qui m'a menée à l'apnée. Et là, j'ai commencé à faire danse et apnée et la danse solo. Ce sujet sur les déchets plastiques, ça arrivait par une idée d'abord, ou une chose qui restait dans ma tête, c'était un cachalot qui est mort en 2019 et ils ont trouvé 40 kilos de déchets sur son ventre et pour ça il n'arrive pas encore, il est mort de faim parce qu'il n'arrive pas à manger ou boire. C'était une idée, mais en ce temps-là, je ne faisais pas l'apnée, mais ça restait dans ma tête. Et après, il y avait un dauphin qui s'appelle Barbate, qui est venu nous rejoindre beaucoup à notre club là où j'ai fait l'apnée. Ce dauphin, il m'a beaucoup touchée et j'avais pensé que c'était un bébé dauphin qui a perdu sa famille et je le vis 6 fois, j'ai beaucoup nagé avec lui. Ce dauphin, je pensais beaucoup que nous, on peut le faire mourir à cause d'un déchet plastique, de ce qu'on jette. Ça m'a mis l'idée de la film. Et après, j'ai été contactée avec l'université, le DC, et c'est l'université de l'environnement. Pour un film. Et là, j'ai dit oui, j'ai très envie de faire ce film. Et là, j'ai commencé ce film. Merci. Et Christian, du coup, là, comment ça s'est fait le lien entre vous, du coup, par rapport à ce projet, en tout cas? Par rapport à ce projet, j'y viens, mais en fait, je connaissais Amal. Avant, moi, je suis à l'université, je suis sociologue. Je travaille pas directement sur l'environnement, mais sur les questions migratoires. Amal est syrienne et je travaille sur les artistes en exil en France. Et donc je connais Amal depuis longtemps, depuis 2020-2021. Et à suivre son travail, ses projets artistiques. Donc je connaissais parfaitement ses projets artistiques et ses désirs artistiques aussi. Et à l'université, du coup, j'ai eu la chance et l'occasion de diriger une des composantes de l'université, qui s'appelle donc l'école universitaire de recherche Société et Environnement. Donc on est vraiment au cœur du sujet des films projetés aujourd'hui. Et puis est arrivée la question de penser qu'est-ce qu'on pouvait faire au moment de l'UNOC. Qui arrivait à Nice. Et c'est là où, du coup, on a contacté Amal et on a trouvé un budget pour pouvoir produire le film. Voilà. Ok. Et peut-être vous pouvez nous présenter les personnes qui nous ont rejoints. Nicolas, tu peux y arriver. Oui, parce que la musique aussi, je crois qu'il y a une place importante dans votre court-métrage. Bonjour. Je vous présente d'abord les musiciens. Nicolas Clerc et Sébastien Clerc. C'est eux qui a fait la musique et oui, la musique ça joue beaucoup avec le film. Je vais les applaudir, merci. Oui. Et Céline Roy, elle est chef opérateur sous-marin. Elle était en audition avec Kevin Sambé qui filmait aussi le film. J'avais fait un film avec eux aussi avant, s'appelle Enac. C'est notre deuxième film ensemble, oui. Et il y aura encore. Céline qui était avec nous l'an dernier d'ailleurs, qui avait fait une magnifique expo de photographie sous-marine, ouais.
Merci. Et alors donc je vais aller vous voir. Même chose peut-être par rapport à ce film Oxygène. Voilà comment est née aussi la collaboration peut-être entre vous. Comment s'est fait la rencontre, parce que c'est un message fort que vous portez et nécessaire. Ça m'a fait penser à un film qu'on a eu en projection l'an dernier qui s'appelle Plastique Fantastique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'Isa Weniger alors ça n'a rien à voir avec l'océan, mais c'est par rapport au message que vous donnez par rapport au plastique, comme quoi il n'est pas biodégradable. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne sait pas, et que donc il reste à l'infini en devenant de plus en plus petit, mais il reste. Alors comment s'est fait la rencontre entre vous et ce projet? Je vous laisse la main. Merci, bonsoir. Donc moi je m'appelle Christine, je représente un éco-organisme Citeo. Le principal de notre travail, c'est en fait de réduire les emballages ménagers de notre consommation, de pousser le réemploi et de recycler. Et bien en fait, depuis quelques années, on a pris bien sûr le projet de lutter contre les déchets abandonnés. Parce que vous avez bien compris, quand vous faites le geste de tri, et bien en fait, c'est déjà une première barrière à la pollution marine. Donc Citeo, je salue au passage Michel qui a travaillé avec moi sur ces sujets. On veut s'interroger aussi sur les changements de comportement. On a bien compris qu'il va falloir embarquer les gens pour qu'ils fassent les bons gestes. On parle de réduction de la consommation, on parle aussi justement de faire le geste de tri. Et puis aussi de lutter contre les déchets abandonnés. Donc on est intervenu à l'UICN pour ceux qui ont suivi il y a quelques années à Marseille. On avait reçu tous les pays du monde pour protéger la biodiversité. Et puis bien sûr, on est allé à l'UNOC aussi pour intervenir avec des collègues, des éco-organismes du monde entier, aussi des associations comme les vôtres. Notre rencontre s'est faite autour de projets qu'on a soutenus avec le Parc national des Calanques, il y a quelques années, des premiers projets pour les plans de lutte déchets abandonnés, et donc un petit pilote qu'on avait vu, Sentinelle, qui déjà mettait finalement en association cette team Oxygène et bien sûr les réalisateurs. Moi franchement, j'avais pris un coup à l'estomac, un coup au cœur, j'espère que vous avez ressenti dans ce documentaire, et je me suis dit, en discutant avec eux, on se sentait qu'ils voulaient aller plus loin, nous aussi, et on s'est dit, on s'embarque pour ce projet. Voilà, donc c'est une grande fierté pour nous d'avoir soutenu donc la production de ce projet. Il faut saluer Transfuge qui n'est pas présent, mais les équipes vont en parler, qui est le producteur. Et puis je veux aussi remercier le FIFES de nous accueillir. Avec plaisir. Remercier Monsieur Sauvage qui va vous dire un petit mot, puisqu'on travaille avec toutes les collectivités à la fois pour le tri et le recyclage, mais aussi pour la lutte contre les déchets abandonnés. Et puis voilà, et puis je vais surtout appeler 2 personnes de la Team Oxygène qui devraient être au moins pour représenter toute l'équipe à nos côtés. Je vais appeler Karim et Coralie pour venir nous rejoindre, parce que je pense qu'il y aura des questions aussi pour vous. Et voilà, je vous passe la parole. Merci. Oui, venez nous rejoindre. Préparez vos questions. Monsieur Sauvage. Merci beaucoup. D'abord, je vais féliciter l'équipe et le film pour sa qualité. Je pense que c'est un film qui a... les images sont en même temps certaines tellement belles et puis d'autres tellement horribles à regarder. Les dialogues sont là, les messages sont là, la musique est là. J'étais vraiment impressionné par la qualité de ce film. Et puis à la ville de Cannes, on s'y connaît un petit peu en film aussi. J'espère que vous aurez peut-être l'occasion de participer à un autre festival qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps. Mais plus sérieusement, ce qui me frappe, et je pense que le message était bien transmis, c'est à quel point le sujet doit tous nous mobiliser et à quel point il est quelque part complexe à résoudre par la multitude de sujets différents qu'il faut adresser. Le puzzle, c'est pas un puzzle à construire. Il a des milliers de pièces. On a parlé d'industriels, on parle de lutte des déchets, on parle de lutte contre les dépôts des déchets. À la ville de Cannes, on est très actif sur ce sujet-là parce que la mer, c'est juste à côté, mais ça commence aussi ailleurs. On a été une des premières villes d'ailleurs, et maintenant on voit fleurir partout ces petits ici commence la mer qui font partie de la sensibilisation et qui est primordiale, cette sensibilisation. On a installé des nurseries à poissons dans les ports, on a installé plus de 40 filets qui retiennent les déchets dans les vallons, sur les plages, sur les exordes d'eau de pluie. Enfin, on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais
il y a tellement d'autres sujets, là, liés à la lutte contre l'incivisme, qui est une priorité de la ville de Cannes. Il y a également la technologie, parce qu'on en a pas parlé beaucoup. Moi, je crois assez fort que la technologie est un levier que l'on doit utiliser alors c'est une pièce du puzzle, c'est pas une baguette magique, mais la technologie aide, par exemple, à Cannes, vous les avez peut-être vus certainement, sur un certain nombre de poubelles qui sont connectées et qui compactent, c'est-à-dire qu'elles permettent aux services qui viennent ramasser ces déchets, et qui doivent le faire en période estivale plusieurs fois par jour, d'optimiser le trajet. Alors c'est pas juste optimiser le trajet pour on va dire pour économiser de l'énergie pour les camions, mais ça permet que ces poubelles ne soient pas pleines. Et quand la poubelle elle est pas pleine, les gens ils mettent moins à côté. Donc tous ces éléments ce qui m'a frappé en voyant ça, c'est toutes les différentes petites pièces de puzzle qui sont toutes, qui peuvent paraître toutes comme des petites gouttes d'eau dans l'océan, comme ça a été dit, mais je pense qu'ils sont importantes et qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Donc merci encore pour ce film, pour cette pièce du puzzle qui est de la sensibilisation, qui est de l'éducation. Je suis persuadé aussi que l'éducation, c'est tellement primordial dans tout ce qu'on fait pour nos enfants. Je salue ma fille qui est là d'ailleurs et qui commence à être sensibilisée à ces sujets-là, parce que c'est en sensibilisant aujourd'hui qu'on arrivera à mieux préserver demain. Et et pour tout ça, merci pour notre collaboration avec la ville, merci pour le film et merci au festival pour l'invitation. Et merci à votre soutien aussi du festival. Avec plaisir. Alors Roxane et Hugo, peut-être un mot sur cette aventure cinématographique et puis sur ce projet que vous portez. On a vu d'ailleurs, pour rebondir sur la partie pédagogique aussi dans votre film, effectivement, oui. qui était super... Mais bonjour à tous, déjà tous, merci, et à toutes, merci d'être là. C'est notre première projection publique, donc on est content de voir une salle plutôt remplie. Et oui, pour rebondir en fait sur ce que tu disais à la fin, oui, c'est un outil pédagogique et nous, on est persuadés avec Hugo qu'il y a beaucoup de billets pour faire passer la pédagogie et celui qu'on choisit, c'est l'émotion. Et au-delà de ça, de faire sensibiliser sur la pollution sous-marine via le prisme d'apnéistes merveilleux et engagés qui ont un rapport très fort avec la mer et de vraiment comprendre en fait, et même c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure du tournage, qu'on a compris petit à petit, c'est vraiment leur lien qui les unit très fort avec cet élément, et en fait comment nous tous on peut se reconnecter en fait à cette mer et à se reconnecter à la mer qui est en face de nous, et en fait on met peu le masque sous voilà, on regarde sur la surface, donc l'idée c'était un peu de briser cette surface. Hugo, un mot. Quelque chose. Un mot, oui, c'était surtout... Enfin, bien sûr, on vous a pris la main pour voir un petit peu, enfin, ceux qui ne font pas d'apnée et tout ça, dans la salle, voir un petit peu ce qui se passe sous la surface. C'est vrai que ça peut être un peu troublant. Parce que quand on voit, quand on est à l'extérieur, on voit la surface de l'eau, on ne se doute pas forcément que voilà, l'étendue des dégâts. Mais on parle souvent de gestes collectifs, de gestes individuels, mais c'était pas forcément l'accent. C'est pas forcément l'accent sur lequel on veut mettre. Et je pense que c'est aussi peut-être facile de rejeter la faute sur les uns et les autres. Mais après, voilà, on a envie de faire passer le message, et on a eu envie de faire passer le message avec Roxane, que c'était peut-être un système aussi qui nous pousse aussi à la consommation. C'est voilà, c'est un peu un débordement en fait de tous ces déchets. Donc voilà, on a mis un petit peu en parallèle la grandeur de la mer, et avec ses vagues et avec cette force et cette intensité qu'on lui connaît, mais aussi voilà, cette intensité des déchets, cette espèce aussi un peu de vague de déchets qu'on peut ressentir. Donc voilà. Merci.
peut-être un mot aussi, voilà, pour vous situer. Alors bonsoir, nous sommes donc la Team Oxygène. Nous sommes une association d'apnéistes éco-engagés. On a un grand projet phare de dépollution qui s'appelle le projet Sentinelle. Donc là, c'était la 4e édition. Donc je remercie Hugo et Roxane de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine. On le voit un petit peu sur les images, on est parfois un petit peu fatigué, c'est assez éprouvant. On passe plus de 5, on peut passer 6 heures dans l'eau avec on le voit aussi dans les images, des préparations des opérations pour le lendemain, avec une météo qui peut être capricieuse. Donc voilà, c'est pas mal d'intensité en termes d'organisation, en termes de plongée, en termes de caractérisation qui se fait par la suite. Donc ravi d'avoir pu partager ces moments avec vous et voilà, j'espère que ça vous a touché. Je crois que beaucoup a déjà été dit, donc je vais laisser mon tour pour des questions peut-être. Oui, tout à fait. On va passer la main aux spectateurs. Il y a déjà une main qui se lève. Je vais faire circuler le micro. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions aux équipes. Qui avait levé la main? Ouais, je l'ai vu, je l'ai bien en tête. Tu l'as. Voilà, merci. Bonjour à tous. Merci pour ces beaux films pour la fête des mères et de la mer, du coup. Je me demandais pour les apnéistes qui sont... qui dépolluent, on va dire, à la main, est-ce que de se concentrer sur des déchets qui n'ont pas trop d'impact comme le verre, est-ce que c'est utile vraiment d'enlever le verre alors qu'on sait qu'il se dégrade pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur le plastique ou peut-être aussi sur le métal qui se dégrade? Voilà. Ouais, merci pour cette question très pertinente. En effet, selon les matériaux, il y a quand même plus ou moins d'impact immédiat sur l'environnement, ça on le sait. On sait que le verre se dégrade peu, voire pas, par rapport en effet au métal, et le pire du pire, c'est le plastique. Donc quand on doit faire un choix parce que notre filet est plein, c'est clair que la priorité c'est le plastique, ensuite le métal, ensuite le verre. Après le verre, s'il n'est pas du tout colonisé, parce que ce qui se passe c'est qu'assez rapidement, la nature étant très forte, elle vient coloniser ce qu'elle trouve, donc il va y avoir des algues, il va y avoir des poissons parfois qui vont aussi aller à l'intérieur de tous ces objets qu'on retrouve. Donc on va estimer un peu en le regardant, est-ce qu'il est très colonisé, est-ce qu'il a déjà été très incorporé au milieu naturel. Dans ce cas-là, on préfère le laisser si c'est du verre. Par contre, si c'est du métal, si c'est du plastique, même si c'est colonisé, on va le retirer. Donc il y a un ordre de priorité selon le matériau et selon l'utilisation qu'en a fait la nature aussi. Ouais. Oui. Sachant aussi que sur les bouteilles de verre, on a souvent des étiquettes qui, elles, vont se dégrader. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on ramasse les bouteilles de verre. Bonjour. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous pensez que le fait qu'il n'y a pas une compensation monétaire en France, ça fait un grand impact? Moi, par exemple, j'habite en Allemagne, et là, on a une compensation monétaire. Et surtout, il y a des différents plastiques, mais il y a un plastique, on te donne 25 centimes. Ça, c'est une grande motivation de triage, de recyclage, PCR aussi, post-consumer recycling, qui est tout à fait possible. On peut faire jusqu'à 100% presque. Alors, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens, ils n'amènent pas. Il n'y a aucune motivation pour eux d'amener le plastique de la plage et de le donner pour recevoir l'argent. Merci, c'est moi qui vais vous répondre à cette question. Merci pour la question. Qui me concerne beaucoup avec mes équipes, avec notre éco-organisme. Vous savez qu'on a, en fait, en 30 ans, on a développé, et on le dit d'ailleurs dans le film, il n'y a jamais eu autant de poubelles jaunes pour trier, il n'y a jamais eu autant d'actions pour sensibiliser. Alors il faut continuer, puisque l'éducation, c'est la pédagogie, mais vous avez raison, on fait partie des 2 derniers pays qui n'ont pas, malgré les consignes très fortes de l'Europe, qui n'ont pas installé la consigne. C'est ce que vous appelez la consigne. Donc nous, on plaide très clairement pour la consigne pour réemploi, c'est-à-dire des bouteilles consignées qui reviennent, avec un turnover, si vous voulez, de 20 rotations minimum. Et puis aussi la consigne dont vous parliez pour le recyclage, pour les canettes et pour les bouteilles plastiques. Juste un petit ordre d'idée que vous ayez en tête, les bouteilles plastiques, qu'elles soient d'eau, de soda, etc., de notre consommation à tous, eh bien, en fait, en France, on ne recycle que 55% en moyenne. Donc, ça veut dire que le geste de tri, comme le dit très bien cette dame, n'arrive pas
jusqu'à une poubelle, jusqu'à un endroit pour le collecter, pour qu'il reparte et qu'il soit remis dans un circuit et pas abandonné. En PACA, c'est 35%. D'accord ? Sur les canettes, alors les plastiques, on peut se dire, on n'a pas toujours su laisser recycler. Il y a encore certains plastiques qu'on a du mal à recycler. Donc là, c'est toute la technologie qu'on est en train de mettre en place. Et puis aussi, il y a tout le travail d'éliminer un certain nombre de plastiques sur lequel on s'emploie. Et on appuie sur les industriels pour le faire. Mais sur la canette, par exemple, qui est complètement recyclable, en fait, il n'y en a qu'une sur 4 de votre consommation qui atterrit dans un bac de tri. Donc oui, madame, la consigne sera certainement quelque chose qui va aider. Et tous les pays qui l'ont fait, l'Estonie l'a fait récemment, un petit pays, en 6 mois, 80% des emballages dans les déchets abandonnés avaient disparu. Donc ça fait partie, c'est pas le seul levier, mais ça fait partie d'un levier auquel nous croyons, en plus des autres, en plus de tout ce qui est fait déjà avec les collectivités. Et quel est l'autre dernier pays ? L'Italie. Voilà. Mais franchement, déjà, on ne va pas y échapper, puisque l'Europe nous l'impose à horizon 2027. Puisque nous n'aurons pas atteint les objectifs donnés par l'Europe de taux de recyclage. J'ai une question ici en haut, d'abord. Ouais. Bonjour. C'est une question pour la team Oxygène, enfin pour l'équipe du film. Moi, ce qui m'a frappé sur ce film, c'était surtout la beauté des images sous-marines. Donc bravo pour ça. Évidemment, au-delà du message qui est passé à travers le film, qui est complètement louable et qui est très beau aussi. La petite question que j'avais, c'était qui est-ce qui a fait les images sous-marines et qui est-ce qui a fait l'étalonnage et la colorimétrie? Et est-ce comment a été décidé le parti pris de mettre un gros paquet, j'imagine, sur les images, la qualité des images et l'étalonnage? Et est-ce que c'est des gens qui avaient déjà une expérience avant ou pas là-dedans, dans les images sous-marines? Alors, on a eu énormément de chance que nos producteurs transfuges, qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, sont aussi cadreurs sous-marins experts. Enfin, c'est aussi leur métier. Ils ont une subfocale. Ils font des images sous-marines extraordinaires. Et donc, notre producteur s'est mouillé avec nous, on peut bien le dire, et aller sous l'eau. Et il y a eu un gros travail avant avec Hugo de storyboard, où on a cherché beaucoup les lumières, les cadrages qu'on voulait, les décors, les lieux. Et nous, on les suivait sur un bateau, une association qui nous suivait, Bout de Mer, qui aidait à ramasser aussi les déchets et qui nous aidait aussi, nous, dans la coordination du tournage. Donc, et en fait, comme ça, ils ont fait ces images incroyables. Et donc, du coup, eux plongeaient en bouteille. Et on a eu une fois un cadreur aussi apnéiste qui a vraiment donné une autre dynamique aussi très intéressante. Pierre Léopold, qui est un très, très grand cadreur aussi. Et l'étalonnage, c'est Guillaume Chanot des films du Périscope et qui nous a fait un travail. On a redécouvert notre film grâce à son étalonnage, donc on peut aussi le remercier bien fort, quoi. Et je voudrais juste, j'en profite pour dire que Astrid, ça serait cool que tu montes sur scène, parce qu'il n'y a pas de raison que tu sois pas là, tu viens. Astrid, qui est aussi apnéiste, qui est aussi dans le film et qui fait partie de la team Oxygène, voilà. Donc on remercie qu'ils soient là, ils sont pas toujours présents, donc on en profite. Vous avez quasiment le cast complet. Il manque Jérémy. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. Je pense que ce sont des films essentiels. On est ici un couple de réalisateurs. On avait un film en compétition au Chili. Et un grand bravo pour votre engagement qui est très émouvant. J'ai été très émue par votre connexion avec l'océan, avec la mer. Et j'ai un éclairage et une question. Et mon éclairage, c'est que le sujet est international. Donc nous, on est réalisateurs. Moi, je vis au Chili depuis très longtemps. Je suis correspondante de presse. Et j'ai fait un reportage il y a quelques mois sur l'île de Pâques, le nombril du monde, qui reçoit environ 20 000 tonnes de déchets par an. Et c'est une estimation parce que malheureusement en Amérique du Sud, comme dans beaucoup de pays du Sud, on a du mal à quantifier les déchets. Ils reçoivent beaucoup de microplastiques, on en a un petit peu parlé dans le film.
Et en fait, c'est le grand désastre de l'île de Pâques. Au-delà du fait qu'ils reçoivent des filets, des bouées qui sont jetés dans l'océan par les bateaux qui font du chalutage en pleine mer, notamment des bateaux asiatiques. C'est dramatique ce qui se passe sur l'île de Pâques et on en parle trop peu. Et en fait, je me demandais si vous aviez des connexions avec d'autres apnéistes dans le reste du monde, parce que c'est une initiative qui me semble reproductible dans plein d'endroits de la planète. Et malheureusement, on est en France, donc il y a des ressources, il y a des moyens, il y a des autorités publiques, il y a des entreprises qui s'engagent. C'est malheureusement pas le cas dans les pays du Sud, où les gens sont préoccupés par d'autres problématiques du quotidien. Et voilà, ma question c'était, est-ce que vous vous connectez internationalement avec d'autres associations, d'autres personnes qui feraient un travail aussi merveilleux que le vôtre? Merci. Alors non, malheureusement pas pour l'instant, mais c'est vrai que c'est une excellente idée et ça fait partie justement des choses qu'on pourrait initier dans le futur. Mais pour l'instant, non, on n'a pas de connexion directe avec d'autres associations à l'étranger. Mais beaucoup d'associations, par contre, on en a parlé un petit peu avec Bout de Mer. On a la chance sur Marseille d'avoir un tissu associatif voilà, très très actif. On a parlé de Bout de Mer, mais on avait aussi la Team Ava qui nous a prêté ses kayaks durant le film. On a l'association Merveille qui nous a aidé aussi sur la première opération à sortir le gros pneu que l'on voit. On a l'association Merterre avec Isabelle qui est dans le film, qui nous ont donné un gros coup de main sur la caractérisation. On voit Recyclope, une association qui s'occupe de récupérer les mégots. Voilà, et on collabore toute l'année avec Clean My Calanque, un déchet par jour. Donc voilà. On n'a pas de collaboration à l'étranger, mais sur Marseille, en tout cas, voilà, les associations sont très nombreuses et très dynamiques. Oui, juste une dernière chose là-dessus concernant les moyens, et c'est vrai qu'on a été soutenus sur cette opération. Là, ça fait 4 ans qu'on fait cette opération tous les ans pendant une semaine. Les 2 premières années, on n'avait aucun soutien. Après, on est privilégié et on a des revenus qui font que le week-end, on peut organiser ces opérations. Mais l'avantage de l'apnée par rapport à peut-être de la plongée bouteille, c'est qu'on peut l'organiser sans beaucoup de choses. Il y a 2 opérations qu'on a fait sans bateau moteur. On avait juste des kayaks et puis nos palmes, masques, tuba, combi. On arrive parfois avec peu de moyens à organiser ces opérations-là, donc avec plaisir pour en discuter. Ouais. Juste par rapport aux moyens pour les autres pays, moi ça me touche beaucoup ce que vous évoquez, parce qu'on le sait, et nous, Citeo, avec pas mal d'éco-organismes européens, on était intervenus en fait au niveau du traité plastique. Plusieurs fois on a été témoignés, on a même... Notre patron, si vous voulez, de l'éco-organisme est allé témoigner devant l'ONU en disant qu'il fallait défendre ce modèle qui existe en partie en Europe et particulièrement en France, qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur, qui n'existe pas dans tous les pays. Qui consiste en quoi? Qui consiste à dire ils sont responsables et engagés financièrement, donc ils donnent des moyens pour faire. C'est comme ça qu'en 30 ans, on a développé des poubelles jaunes, des centres de tri, de la lutte contre les déchets abandonnés, etc. Et donc ce plaidoyer, on est allé aussi le porter en disant les autres pays ont besoin en amont, les entreprises s'engagent et s'engagent financièrement pour apporter des solutions. Donc ça, c'est vraiment notre propos de le porter au niveau mondial, et c'est de plus en plus entendu, et ce modèle de la REP à la française, qui est très poussé chez nous et qui a encore beaucoup à faire. Je vous m'accorderez qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur le réemploi et tout ça, mais en fait, tous les pays nous regardent en disant mais c'est ça qu'il faut faire, il faut que l'argent doit venir aussi soutenir, et l'argent, il est forcément de responsables très en amont du sujet. Voilà. Je reviens sur le sujet de la consigne qui a été mentionné tout à l'heure. Vous disiez qu'il y a une échéance à 2027. 2027, en gros, c'est demain, dans 6 mois, et qu'il y a juste 2 pays, dont nous et l'Italie, qui sommes les mauvais élèves de la classe. Est-ce que, concrètement, au-delà de ces 2027, les chiffres comme ça, qu'est-ce qui va se passer et où est-ce que ça va commencer à se développer en France? Quels sont les territoires qui vont commencer à le développer? Enfin, c'est quoi la perspective en fait? Alors, en fait, on a travaillé depuis longtemps pour proposer des programmes avec différents acteurs. Et donc, par exemple, là, on est parti sur les remplois avec un test sur 4 régions en France.
de façon à tirer des enseignements pour pouvoir passer à l'échelle du réemploi. Et le réemploi, vous comprenez bien que ça passera par la consigne. Donc là, on est passé sur des régions de l'Ouest, des régions du Nord, historiquement des régions, notamment à l'Ouest, qui triaient beaucoup, parce qu'on s'est dit, attention, le consommateur, il va falloir aussi qu'il fasse le geste de rapporter. Ce n'est pas seulement le geste de trier, mais aussi le geste de rapporter. Donc on est en train de travailler, c'est un programme qu'on a lancé avec énormément de magasins. On a recréé des emballages qui étaient en capacité de faire plus de rotation. Voilà, on va monter des usines de lavage, etc. Comme vous avez des centres de tri, il va y avoir des usines de lavage. Donc ça, on fait un test sur 16 millions d'habitants, quand même. C'est un test qui a commencé il y a à peu près 8 mois. Mais avant, c'était un travail de 3 ans au préalable, parce qu'il faut aussi des investissements. Donc ça, on le fait avec objectif de la loi, notamment de la loi AGEC et des lois européennes, de passage à l'échelle à horizon de 2027. On est bien d'accord qu'en 2027, tout le monde n'aura pas partout des emballages réemployables. Mais il faut de gros investissements. Sur la consigne pour recyclage, pour les canettes et les bouteilles, en fait, on a commencé depuis quelques années des tests, vous savez, avec des petites machines de déconsignation où quand les gens allaient dans les magasins, on leur donnait une capacité à avoir une réduction sur leur bon d'achat. Et là, en fait, le sujet, c'est d'aller développer vraiment la capacité à capter très très vite tous ces emballages. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les sujets, mais on peut en reparler. Là, il faut qu'il y ait une loi qui l'impose pour la consigne pour recyclage. Et ça, très clairement, il y a des débats qui sont relancés. Ça fait 7 ans qu'on essaye de mettre tout le monde autour de la table pour y aller. Et là, les institutions, dont le président Macron, ont décidé qu'on ne pouvait plus attendre, qu'on était trop en retard et qu'il fallait que les décisions soient engagées. Il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table. Techniquement, on est prêt. Ça, c'est vrai. On sait faire. On a les machines pour faire. Et puis, il faut qu'on s'organise. Mais c'est quelque chose que vous allez voir arriver. De toute façon, on n'aura pas le choix, puisque l'Europe a prévu de l'imposer aux pays qui n'auront pas atteint les taux de recyclage. Alors, j'ai dit 2027, mais en vrai, le taux de recyclage, c'est 90% des bouteilles plastiques recyclées à horizon 2029. Donc, vous voyez bien qu'on n'y sera pas. On est à 55% en moyenne. Donc, ça nous sera imposé. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que tous les acteurs travaillent plutôt la main dans la main pour sortir les modèles économiques, embarquer les habitants, les consommateurs, et qu'on n'attende pas la dernière minute. De toute façon, il faudra qu'on y aille. J'ai été un peu longue, j'ai essayé d'être un peu pédagogique. Bonjour, merci à tout le monde et à l'énergie qui est dégagée aujourd'hui pour tout ce sujet qui est très important. Je suis Romain Garcin, le fondateur de la société Vertuoso, qui a été lauréate du Circular Challenge de Citeo pour justement des plans de déchets abandonnés. Donc aujourd'hui, on parle des déchets, et là, on parle des déchets visibles, tout ce qui a été montré. Mais il y a énormément d'autres problématiques sur les pollutions. Là, malheureusement, c'est qu'une partie de l'iceberg, puisque je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, les particules de pneus, l'usure des pneumatiques des véhicules qui roulent, dans le monde par jour, c'est 17 000 tonnes réparties dans l'environnement. Il faut savoir qu'ensuite, ces déchets abandonnés, alors qu'ils soient visibles ou pas visibles, sont transportés par l'eau, nettoyés par la pluie, et arrivent gravitairement dans les points les plus bas. Donc ça transite par les ruisseaux, les rivières, mers et océans. Et aujourd'hui, il y a un problème très important, et on a de la chance, ça évolue avec l'Europe, puisqu'il y a une directive cadre sur l'eau qui devrait être applicable en 2027. Et malheureusement, on est très en retard dessus. Mais on a la chance, avec donc l'IMRED, l'Université Côte d'Azur et la chaire de l'eau, dans les Alpes-Maritimes, de porter un projet très important sur la gestion des eaux pluviales pour démontrer justement l'impact dans le milieu naturel des eaux de ruissellement. Et donc, on va capter ces polluants, les gérer justement et les valoriser derrière, mais vraiment sur une grande échelle et aussi sur une finesse très importante. Parce que ce n'est pas uniquement le déchet visible. Aujourd'hui, le déchet visible, il a un impact touristique et on le comprend facilement. Mais il n'a pas d'impact sur la santé. Par contre, la fragmentation, c'est là où c'est un gros problème. Les PFAS, tout ça. On parle souvent de PFAS au robinet, la qualité de l'eau. Mais effectivement, il y a des rejets directement par des usines dans le milieu naturel, dans l'eau, qui vient contaminer. Mais il faut savoir que tous les emballages, les étiquettes qu'on trouve sur les bouteilles, ces encres sont remplies de PFAS. Donc une fois qu'ils atteignent le milieu naturel, ils se dégradent et ils émettent tous ces PFAS au milieu naturel. Donc, tout à fait, c'est des polluants éternels.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est vraiment une vision complexe. Et donc, je propose aujourd'hui, avec ce travail qui va être mené, si ça vous intéresse, de poursuivre un film sur cet aspect-là et vraiment rentrer dans le cœur du sujet dans sa globalité. Oui, j'avais une question pour Néréide. Donc, là, on voit qu'il y a l'art, la danse et la musique qui portent le message, et on sait que dans l'enseignement, c'est très important. Moi, je suis enseignante et j'aimerais savoir si votre court-métrage est disponible pour l'éducation nationale ou s'il est facile d'accès, ou si... Enfin, voilà, si... Oui, et il était projeté plusieurs fois dans l'université, grâce aussi à Christiane et toute l'équipe de l'université. Je laisse aussi Christian parler de ça. Non, je rigole parce que moi, je m'en sers aussi beaucoup dans mes cours. Ouais, voilà. Mais évidemment, il faut qu'on trouve un système pour pouvoir le rendre disponible. Nous, il faudrait qu'il soit sur nos interfaces. En fait, on a des interfaces éducation nationale où on peut aller chercher les films, quoi. On en discute ? Oui, oui. Parce que tout à fait partant pour le faire, bien évidemment, c'est juste qu'il faut trouver la bonne manière de le rendre disponible. Mais voilà, je pense que le film, il a cette vocation-là. Il l'a déjà, puisqu'on commence à s'en servir dans les cours, mais si ça peut se diffuser beaucoup plus largement. Oui, c'est un bel appui, un beau récit artistique pour faire réfléchir et se mobiliser sur le sujet. Oui. Complètement. Et puisque j'ai le micro, Bien sûr, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le film et dans la discussion qu'il y a autour des consignes, etc., c'est la réflexion que vous menez dans le film sur la notion même de déchet. Parce qu'en fait, ça part de là, ça part de la notion même de déchet, qui est une notion complètement liée à une certaine forme d'économie qui est liée à la consommation, puisque la notion de déchet, elle vient du fait de quelque chose qui a été consommé et qui ensuite est déchu, effectivement. Ce qui est anthropologiquement très différent des économies de subsistance, où on ne parle pas de déchets, mais on parle de restes qui sont ensuite réutilisés d'une manière ou d'une autre. Et la question de la consigne, elle est très importante parce que justement, elle permet de réintroduire ces éléments, pas forcément des déchets, mais ces éléments, de les réintroduire dans un circuit, quoi. Merci. Allez-y, madame. Oui, merci. Je voulais dire que les emballages, le recyclage, c'est bien, mais en fait, le meilleur emballage, c'est celui qui n'est pas produit et pas utilisé et pas jeté, parce qu'en fait, on sait qu'il y a très très peu qui sont recyclés. Et par exemple, à Nice, dans la gare de Nice, il y a de l'eau potable. Il suffit d'avoir sa gourde et on peut boire. Il y a plusieurs endroits à Nice, où c'est comme ça. Et là, en arrivant à Cannes en train, j'ai demandé, et à la gare de Cannes, il n'y a rien. Donc il y a un jeune qui m'a dit, au McDo, apparemment, ils donnent de l'eau gratuitement. Bon, voilà. Mais simplement, s'il y avait plus d'eau à Nice, à la gare, ils ont un très très bon système qui fait qu'on ne peut pas du tout gaspiller l'eau. Et voilà, pourquoi c'est pas utilisé à Cannes, où vous faites déjà beaucoup d'efforts. Merci. Alors, je suis désolé, je sais pas, j'ai pas réussi avec les lumières à voir où vous étiez. Ah, ok. Donc malheureusement, vous avez été mal renseigné. Il y a pas mal de points d'eau potable disponibles à Cannes. Je vais pas tous. Il y en a un d'ailleurs, je crois, juste à côté de la gare. Il y en a pas mal sur les allées. J'ai fait faire une application qui s'appelle Mon Eau. Et sur cette application Mon Eau, vous pouvez non seulement voir la qualité des eaux de baignade, la qualité de l'eau potable, les résultats des derniers tests sur l'eau potable, et vous pouvez même comparer la composition de l'eau potable qui est distribuée à Cannes avec un certain nombre d'eau minérale, avec toutes les marques. Si vous pouvez... si ça vous intéresse, vous pouvez regarder et vous rendre compte du coup qu'il vaut mieux effectivement avoir votre gourde et utiliser soit le robinet, soit les points d'eau qui sont disponibles à Cannes.
Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on peut continuer aussi autour d'un verre, puisqu'il y a un verre qui nous attend à la sortie. Et voilà, ça peut être l'occasion, de manière plus intime, de continuer l'échange. En tout cas, on peut les applaudir. Merci beaucoup.